Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Notre émission du mardi est consacrée encore à l'agriculture en Ile-de-France et ça va être comme ça toute la semaine. Et j'ai une question pour vous d'ailleurs. Est-ce que vous achetez directement vos légumes, vos fruits, vos laitages, votre viande, vos œufs directement auprès d'un producteur ici dans la région? Venez me le dire directement sur nos réseaux sociaux, France 3 Paris, sur Instagram, sur Twitter ou encore sur Facebook. Ce matin les amis, il sera question de Cossigny, de Tancroux dans le 77, de Jouy-en-Josas dans le 78 ou encore de Châlons-Saint-Mars dans le 91. Bienvenue dans Ensemble c'est mieux. Et j'espère que la journée a bien commencé pour vous. Ça fait du bien quand même. Ces jolis rayons de soleil, on en profite encore mieux à la campagne, dans nos villages, dans nos exploitations franciliennes. Et d'ailleurs, ce matin, toujours dans le cadre de notre semaine spéciale agriculture, on ira de la terre à la production. On en parle ensemble parce qu'ensemble, c'est mieux. Ça, vous le savez, avec vos témoignages et puis l'œil de notre expert, un producteur local, Frédéric Frings du verger de Cossigny. C'est en Seine-et-Marne. Quels fruits est-ce qu'on cueille chez vous, Frédéric? On fait pousser un petit peu tout ce qui pousse dans la région en fruits et légumes. Donc on a une diversité de légumes qui vont des premiers en printemps avec les radis, les épinards, les petits choux de printemps, avec les tomates, aubergines, poivrons pendant l'été, des pommes et des poires, des melons, des pastèques à l'automne, avec des courges et tous les légumes d'hiver qui vont bien. Une vraie diversité, Une en tout vraie cas, dont diversité. on reparlera évidemment dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Puis on fera quelques kilomètres pour nous rendre à la ferme de Viltin, dans les Yvelines, ou c'est plutôt la ferme de Viltin qui vient à nous, puisque son co-gérant Benoît Dupré est sur le plateau. Vous êtes à Jouy-en-Josas et votre ferme, elle a une histoire particulière. Comment est-ce que vous pourriez la qualifier en un mot? Moi, j'ai une proposition. C'est d'abord une ferme laitière et c'est une ferme familiale. C'est ce que j'allais dire, une ferme familiale. On raconte son histoire passionnante d'ici la fin de l'émission. Et puis, comme tous les jours, on vous présente un métier pour vous inspirer. Ce mardi, vous saurez tout sur les éleveurs de chèvres slash producteurs de fromage avec Bertin Moret de la ferme de la Vallière à Tancroux, c'est en Seine-et-Marne. Bonjour Bertin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez tout nous expliquer sur votre métier, puisque vous-même, vous êtes du coup un slasher, comme on dit aujourd'hui. Et puis, je n'oublie pas notre reporter qui a de la terre sous les bottes, bah oui, et qui en aura toute la semaine. C'est Célia Semama qui, ce matin, est à Châlons-Saint-Mars, en Essonne, chez un producteur de blé. On va se connecter avec Célia. Célia Semama, comment ça va ce matin? Salut Rafale, salut tout le monde. Alors ce matin, on continue notre semaine dédiée à l'agriculture, en venant ici du côté de la ferme de Guillerville qui depuis 2016 s'est lancée dans une démarche d'agriculture durable et le pari est plutôt ambitieux. Je vais d'ailleurs demander ça justement à Eudes et Thibaut qui sont à mes côtés. Bonjour tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici. En plus, il fait très beau, ça fait plaisir. Alors dites-moi, une démarche d'agriculture durable, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, une agriculture durable repose sur 3 piliers, l'économie, l'environnement et le sociétal. L'enjeu, c'est quoi? C'est d'agir positivement sur son territoire et sur son environnement. Changer ses pratiques au niveau de la ferme pour améliorer l'impact environnemental. Changer son assolement, diminuer les intrants phyto, etc., etc. Une démarche plutôt ambitieuse. Vous êtes tous les deux céréaliers. Qu'est-ce qu'on cultive ici exactement? Depuis de nombreuses années, nos grands-parents et parents cultivaient du blé, du colza, de l'orge. Nous, depuis 4 ans, nous avons repris des nouvelles cultures comme le pois chiche. Les nouvelles cultures aussi que nous ne faisions pas depuis des années, le tournesol. Et puis là, des nouvelles, le sorgho et les lentilles qu'on est en train de voir pour cette année en implantation. Super, nous on a envie de voir ça. Vous acceptez de nous faire visiter? Avec plaisir. Avec plaisir. Allez, nous on y va. On revient évidemment dans quelques minutes. À tout de suite. À tout de suite, c'est là. On reviendra évidemment avec toi sur le circuit du blé, Madine 91, pendant que nous, on court direction les circuits courts. Et on en parle ce matin notamment avec Frédéric Frings, producteur bio au verger de Cossigny, c'est en Seine-et-Marne. Depuis combien de temps est-ce que vous exercez votre métier, Frédéric? Moi, ça fait 10 ans que je suis revenu travailler sur la ferme familiale. Mon père, mon grand-père même a converti cette ferme au bio il y a un peu plus de 40 ans maintenant, quand mon père est venu travailler avec lui. Et donc, voilà, on a une assez longue expérience sur la pratique bio. Totalement. Et d'ailleurs, est-ce que pour vous, il y a une autre façon de faire, une meilleure façon que de s'adresser directement à ces consommateurs, du producteur au consommateur? Je pense que s'adresser directement aux consommateurs, c'est important. C'est comme ça qu'on se rend compte de leurs demandes, de ce qu'ils attendent de nos produits. Mm. Et d'avoir ce contact direct, ça permet de leur expliquer ce qu'on fait
pourquoi on le fait, pourquoi les produits sont comme ils les trouvent et quelles sont les contraintes qu'on a pour les faire. Eux, ils le comprennent mieux et ils peuvent aussi nous expliquer ce qu'ils veulent trouver, ce qu'ils veulent avoir et ça nous permet de s'améliorer. Achetez-vous vous-même, hein, vous qui nous regardez directement auprès des producteurs, eh bien, sachez en tout cas que vous êtes de plus en plus nombreux. Explications en chiffres et en images. Délicieux ces yaourts. Acheter à la ferme. 64% des Français privilégient les produits locaux. Cet engouement des consommateurs pour les circuits courts pousse les exploitations agricoles à transformer et commercialiser leurs produits eux-mêmes. On pense bien sûr à la production laitière que les nouveaux entrepreneurs de la ferme transforment en beurre, crème, yaourt ou fromage. À partir de leurs fruits et légumes, les cultivateurs fabriquent des conserves, des confitures, des jus ou des sirops. Et avec les céréales, les paysans proposent aujourd'hui des pains spéciaux ou encore, pour les plus créatifs, des barres énergétiques nature. Des produits transformés sur le lieu de production et vendus sur place ou en circuit court avec un label fermier. Cette diversification permet aux paysans d'augmenter sa rémunération en évitant les intermédiaires et les prix très bas imposés sur les produits non transformés. Autre avantage, une plus grande maîtrise du produit fini, un saut qualitatif et un contact direct avec le consommateur. Mais cela implique aussi des nouvelles compétences et des investissements. Quand le paysan se fait artisan et commerçant, c'est gagnant-gagnant. Cette formule, Frédéric, vous l'aimez bien? C'est gagnant-gagnant. Ouais, je pense que c'est bien résumé. Ouais. Ouais. À côté de vous, un de vos collègues, hein, je profite de sa présence pour lui poser aussi une question. Benoît, vous co-gérez la ferme de Viltin. Vous êtes aussi en circuit court, si je ne m'abuse. Vous êtes d'accord avec ce que nous disait Frédéric? Oui, je trouve que c'est un gros avantage de pouvoir vendre ces produits qu'on a transformés soi-même. Ça donne une bien meilleure valeur ajoutée, comme dit le petit sketch là tout à l'heure. Ça a commencé il y a déjà très longtemps avec mon grand-père, qui s'était retrouvé avec un prix du lait qui avait un peu baissé. Il était prêt à vendre ses vaches et mon père, qui était un passionné de vaches laitières, lui a dit non, on va fabriquer des yaourts. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Là, il y a quelques années, on a redynamisé le magasin, redynamisé aussi la laiterie en faisant des nouveaux investissements qui permettent de faire plein de yaourts. Voilà. Mais n'en dites pas plus parce qu'on va raconter l'histoire de votre ferme familiale d'ici la fin de l'émission. Il faudra être patient, les amis, pour tout savoir de la ferme de Viltin. J'aimerais partager avec vous, les amis, un autre témoignage, celui d'un de nos téléspectateurs, en tout cas quand il peut nous regarder. C'est Émile, il est lui-même producteur de thé. Nous sommes ici dans mon atelier. Dans cet atelier, on va créer des mélanges de fruits, de fleurs, de baies déshydratées afin de créer des recettes de thé aromatisé de haute qualité. Mais avant ça, il faut produire le thé et également le transformer. Cette transformation se fait ici, sur la plantation. Nous séchons nos feuilles après une technique particulière. La qualité est au rendez-vous puisque nous avons été primés cette année au concours de la VPA, Agence de valorisation des productions agricoles, pour la qualité de notre thé blanc. Bon, je rappelle, Frédéric, que vous ne faites pas de thé, hein, si je ne me Du tout, trompe pas. c'est Hein, pas non. dans la région. Oui, hein, vous êtes responsable d'un verger. Hein, vous êtes installé en bio, je le disais depuis le début. Aujourd'hui, à l'heure de l'urgence écologique, quels sont les enjeux d'une agriculture bio? Je pense que l'agriculture bio, qui se développe quand même pas mal dans la région, elle est prête à répondre aux enjeux qu'attendent les consommateurs, d'avoir des produits qui soient sains et de bonne qualité. Elle est prête aussi à répondre aux enjeux environnementaux par rapport à la préservation de l'environnement, de l'eau et de la biodiversité. Et puis, en agriculture bio, on fait aussi particulièrement attention à son sol, parce que c'est ce sol qui permet d'avoir la fertilité, d'apporter la fertilité pour que les légumes poussent. Et donc, on a une tendance à augmenter la matière organique et le carbone dans le sol, et ce qui permet finalement tout ce carbone qui se retrouve dans le sol ne se retrouve pas dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone et permet de limiter le réchauffement climatique. Est-ce que le fait de produire soi-même, sur place, dans son exploitation, ça requiert plus de main-d'œuvre? Du coup, est-ce que c'est plus difficile, plus compliqué? Ouais, bah effectivement, on n'a pas de produits de traitement ou de désherbants qui permettent de faire le travail chimiquement. Donc, il faut faire le travail mécaniquement avec des bineuses. On essaye de le faire au maximum avec des tracteurs, mais il y a toujours un peu de finition à faire à la main avec une binette ou parfois même à la main.
Donc ça provoque ça engendre une culture qui demande un petit peu plus de main-d'œuvre et qui est, c'est vrai, un petit peu plus coûteuse. Bon, et je vais revenir quand même sur cette notion de circuit court, hein. Comment est-ce qu'on pourrait développer davantage ce modèle, selon vous, Frédéric? Ben, il y a plusieurs modèles de circuits courts finalement. Il y a les modèles de vente à la ferme, comme on entendra parler tout à l'heure. Il y a des modèles d'AMAP qui sont très bien. Tout le monde- L'association pour le maintien de l'agriculture paysanne, non, c'est Exactement. ça? C'est ça. Donc, mais tout le monde ne peut pas avoir une ferme à côté de chez lui. Tout le monde n'a pas la disponibilité Ah oui. pour la MAP. Donc, il y a aussi des circuits qu'on essaye de faire court. Dans la région, on a créé une coopérative de producteurs bio. Mhm. On s'est regroupés ensemble pour vendre en direct à des magasins bio ou à la restauration collective. Et ça nous permet de créer un circuit court, mais qui permet d'avoir accès à beaucoup plus de personnes. Je fais réagir Bertin, hein, qui est avec nous. Vous faites des fromages de chèvre du côté de Tancroux, en Seine-et-Marne. C'est une notion qui vous interroge. Vous parle aussi, le circuit court? Oui, bah, le circuit court, nous, c'est la base de notre ferme, Ah ouais. la transformation des produits et la vente directe. Et c'est vrai qu'on a cette chance en Île-de-France d'être au final d'avoir des villes assez grandes, assez proches. Et donc, c'est un avantage pour faire venir effectivement les gens sur la ferme ou pour justement avoir des réseaux de distribution proches du consommateur qui puissent avoir du local sans faire beaucoup de kilomètres. J'aimerais qu'on tourne cette page, même si on va continuer à parler d'agriculture pendant toute l'émission, pendant tout ce ensemble. C'est mieux. 3 mots-clés, Frédéric, pour bien consommer en circuit court. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas. 3 mots-clés. Je pense que 3 mots-clés. Le premier, il faut aller à la ferme. Un premier moyen, il faut consommer de saison et manger local. Ah bah voilà, la ferme, la saisonnalité et évidemment manger local. Merci Frédéric en tout cas pour cet éclairage. Nous, on va retourner voir notre chère Célia Semama. On l'avait laissée dans les blés en Essonne. On va se reconnecter avec elle, ma chère Célia. Toujours avec nous? Et oui, Raphaël, hein, nous voilà cette fois dans le champ de Thibaut et Eudes. C'est ici qu'ils cultivent leurs différentes céréales. Alors évidemment, au mois de mars, tout ça, c'est encore un petit peu timide. Mais on commence quand même à voir un petit peu de verdure, Eudes, hein. Oui, Célia, on a de la verdure, et notamment dans ce champ de colza, où le colza reprend ses droits après la période hivernale et commence à pousser. Le colza, on le sème au mois de septembre, et pendant la période de novembre-décembre, il va s'endormir. Et en ce mois de mars et suivante, il va reprendre sa végétation. Donc là, on voit de nouvelles petites feuilles qui poussent. Et d'ici la fin du mois, il va mesurer à peu près 1,50 m et on va commencer à avoir les premières floraisons qui vont apparaître courant avril. Oui, donc ça pousse bien, c'est presque aussi grand que moi. Et alors dites-moi, c'est quoi un peu la spécificité du colza? Alors le colza est important dans une ferme parce que c'est la culture qui va apporter de l'azote naturel. Donc le colza, on le met toujours devant une céréale. C'est la première culture qu'on sème dans une exploitation agricole parce qu'elle va avoir cette capacité à générer de l'azote. Et derrière, on va pouvoir implanter nos semences d'avoine, de sorgho par exemple. D'accord, et c'est justement là-bas, hein, c'est ça? Exactement, on va semer nos cultures de printemps dans le champ derrière. Et là, sur combien d'hectares? Alors le champ derrière, il fait 40 hectares. 40 hectares. Alors vous parlez tout à l'heure justement de sorgho. Qu'est-ce que c'est exactement, Thibaut? C'est une culture de printemps. Suite l'année suivante, cette culture de printemps, donc c'est une nouvelle céréale pour nous, puisque ça va être sa 2e année. Et cette culture de céréales, elle est nouvelle sur notre territoire. Puisque cette céréale, c'est l'ancêtre du maïs. Donc elle a fait ses petits grains. Elle a plusieurs avantages. Déjà pour nous, en tant qu'agriculteurs, d'un point de vue durabilité, donc au niveau phytosanitaire, c'est 0. D'accord. D'un point de vue environnemental aussi, un deuxième impact, c'est qu'au niveau de l'eau, on met très peu d'eau, puisqu'en fait, nous n'avons pas l'irrigation. L'eau naturelle du ciel, ça permet de faire pousser, qui fait à peu près 1 mètre, 1,50 m au niveau du développement. Et donc cette céréale permet d'avoir beaucoup de qualités gustatives qu'on peut retrouver après dans nos aliments. Également nutritive alors. Tout à fait.
D'accord, vous en récupérez beaucoup du sorgho? Alors comme là, au niveau de l'année, oui, les rendements peuvent fluctuer, bien sûr, hein, comme toutes céréales. Mais effectivement, nous sommes contents de cette récolte que nous avons fait l'année dernière. Nous, moi, je vous propose qu'on aille maintenant au moulin voir un petit peu cette production. Et évidemment, ce sera dans quelques minutes. À tout de suite. Et tu fais attention Célia parce que ça souffle ce matin du côté de Châlons-Saint-Mars. En Essonne, on y retournera évidemment d'ici la fin de l'émission. Semaine spéciale agriculture en Ile-de-France. Dans Ensemble, c'est mieux. Vous n'avez pas envie de cultiver un potager tout seul. Et bien, ça tombe bien. Parce qu'il existe des potagers partagés et en plus solidaires, une initiative collective qui fait de plus en plus d'heureux et d'heureuses. On vous explique tout dans notre boîte à idées. Ça serait sympa de partager quelque chose avec les voisins. Et si on se faisait un potager de quartier? Si vous êtes tenté de créer un potager de quartier, c'est-à-dire solidaire et partagé, c'est bête comme chou. Faut commencer par trouver un bout de terre cultivable. Ça peut être une jardinière, un coin de pelouse ou un terrain vierge, privé ou public, mais dans les deux cas, il faut bien sûr l'accord du propriétaire. Les municipalités sont aujourd'hui très ouvertes à ce genre d'initiative. Le principe de cette agriculture citoyenne, tout le monde peut venir jardiner, cueillir ou planter dans un esprit convivial et collectif. Avec son mari, Laure a créé en 2015 un potager de quartier juste devant chez elle. On a planté quelques pieds de tomates et puis maintenant, c'est le potager du quartier qui a changé l'ambiance. Les gens se retrouvent pour planter ensemble, récolter. On a installé un composteur, une réserve d'eau. On explique aussi aux gens qui passent comment il faut faire, respecter les plantes. Par exemple, la fois dernière, il y avait des petites filles qui piétinaient les légumes sans s'en rendre compte. Ensemble, on les a replantés et ça a été l'occasion d'un bon moment de partage. Et puis, ça leur a donné envie de recommencer. Donc, franchement, c'est une super expérience. Voilà, je vous invite à faire pareil. S'engager pour des potagers de quartier, cultiver le vivre ensemble et récolter la convivialité. Attention Laura, vous n'êtes pas à l'abri qu'on débarque un matin pour semer, planter et récolter juste en face de chez vous. On dit quelquefois qu'on partirait bien élever des chèvres dans le Larzac. Bonne nouvelle, pas besoin d'aller si loin puisqu'on peut élever des chèvres en Ile-de-France. La preuve juste après le jingle. La preuve avec ce monsieur, Bertin Boré. Il est lui-même éleveur de chèvres à la ferme de la Vallière à Tancroux dans le 77. Vous êtes spécialisé dans quoi exactement, Bertin ? L'élevage de chèvres et la transformation fromagère. Donc, on transforme tout le lait produit par nos chèvres sur la ferme en fromage, en yaourt et fromage blanc également. Pour vous inspirer, pour essayer de voir à quoi ressemble une de vos journées, puisque là, vous êtes avec nous, on ne peut pas évidemment être sur votre exploitation. On est allé rendre visite à un de vos collègues. Il s'appelle Hugues, il est lui-même donc éleveur de chèvres, lui du côté de Chauvry, dans le Val d'Oise. Voici son portrait. Hugues Ribiolet, agriculteur, éleveur de chèvres et céréalier aussi, et fromager et avec un magasin de produits du terroir. On fait la traite 2 fois par jour. Une fois qu'on a traité les chèvres, on récupère le lait. Et donc tous les matins, on fait les fromages. Voilà. Et puis à côté de la fromagerie, on a un magasin où on vend nos produits. Comme ça, on est autonome. Voilà. C'est de la fourche à la fourchette. Donc au bout de 24 heures, le lait il se transforme en fromage blanc. Après le fromage blanc, on le met dans des moules comme ça. Toute l'eau s'en va. Et après, ça devient des fromages, comme ça, au bout de 24 heures. Et après, on les sale pour qu'ils puissent s'affiner. Moi, je suis arrivé ici, j'avais 5 ans, en 1969. Et je suis agriculteur à mon compte depuis 1997. J'ai passé un bac général, plus un bac agricole. Et après, j'ai fait des études de commerce-gestion. J'aimais bien conduire les tracteurs, aller dans les champs, tout ça. Et puis bon, j'aimais bien aussi le commerce avec les clients. Donc voilà, on a développé la fromagerie. Bonjour madame, qu'est-ce que vous désirez? 2 crémeux. J'ai 3 apprentis puis 5 salariés pour m'aider. Bah oui, c'est comme il y a beaucoup de chèvres et puis qu'il y a le magasin plus les cultures, je pourrais pas faire tout moi-même, c'est pas possible. Il y a de plus en plus de demandes pour faire apprenti dans les fermes. Donc, sans mettre d'annonce, j'ai déjà plein de candidats.
Les inconvénients, c'est que c'est assez prenant parce que faut travailler 7 jours sur 7, quoi. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient. Bon, l'avantage, c'est que on est indépendant, on travaille dans un cadre agréable, et puis voilà, quoi, on travaille pas dans une usine. En une phrase, notre métier, c'est quand même de nourrir les gens avec des bons produits. Voilà, c'est notre mission principale. Bon, je vous raconte quand même ce que vous ne voyez pas à l'écran. Il y a Frédéric, qui est donc lui producteur au verger de Cossigny, qui demandait à Bertin, mais alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est le fromage blanc d'abord? Est-ce que vous avez répondu? Il a répondu non, enfin, quand le lait, d'abord on fait cailler le lait, ça donne le caillé, et c'est ce lait caillé qu'on moule, et après égouttage, et ça donne le fromage. Ça donne très envie en tout cas. Hein. Comment est-ce que vous êtes dirigé, Bertin, vers cette profession? Moi, c'est familial, une tradition familiale. Mes parents et mon oncle et ma tante ont créé cet élevage il y a plus de 30 ans sur la ferme familiale. Je suis déjà la 5e génération. Et puis, je travaille avec mon cousin et ma cousine. Moi, j'ai fait des études agricoles. Et puis, l'envie de revenir sur la ferme. Depuis tout petit, je savais que j'allais revenir sur la ferme, faire ce métier. Et puis, voilà, quand le moment est venu, je suis rentré il y a 5 ans maintenant. Donc, vous étiez préparé, en fait, hein? J'étais Même préparé. en termes de cursus, je veux dire, de formation? Oui, après, voilà, un cursus, ça remplace pas l'expérience, et on s'aperçoit que quand on arrive, on connaît pas grand-chose, et que heureusement, voilà, mon père était là pour m'apprendre les choses, et qu'il continue à m'apprendre. J'ai toujours à apprendre, et c'est comme ça que ça se transmet. Quel genre de notions est-ce qu'il faut aussi avoir en tête? Est-ce qu'il faut avoir des notions sur la santé des animaux, par exemple? Oui, tout à fait. C'est le métier d'éleveur. La base, c'est les animaux. Donc, il faut savoir reconnaître quand ils sont bien, quand ils sont pas bien, tout faire pour qu'ils soient bien, pour justement nous donner le meilleur, leur donner le meilleur, pour qu'elles nous donnent aussi leur meilleur lait et qu'on puisse produire un fromage de qualité. Et justement, le fromage de qualité, il faut aussi apprendre à le faire, j'imagine. Eh bien oui, alors moi j'ai la chance dès que il y a une tradition familiale, ça fait plus de 30 ans que ça existe. Donc il y a une recette déjà. Déjà, il y a un peu une recette. Et puis voilà, mon cousin et ma cousine, eux étaient revenus sur la ferme avant moi. Donc eux avaient aussi déjà plus d'expérience que moi en arrivant. Donc il y a eu la transmission de nos mamans, donc de ma tante et de ma maman pour la partie transformation, et de mon oncle et de mon papa pour la partie élevage. Donc voilà, c'est vraiment une affaire familiale. Et voilà, moi je m'occupe plus de la partie élevage, donc la transformation, j'ai pas tous ces petits secrets, mais j'apprends toujours. Ouais, voilà, vous travaillez en équipe, en famille, vous le disiez. Malgré tout, ça ressemble à quoi une journée type? Alors, une journée type, on va dire 7h du matin la traite, plus après le soin aux animaux. Alors ensuite, il y a la partie transformation. Donc on transforme le lait tous les jours le matin. Donc quand je dis soin aux animaux, c'est les nourrir, pailler, s'occuper d'eux. Et puis pailler, pardon, oui, pailler l'air où elles sont, donc leur donner la paille pour là où elles sont. Et puis après, il y a le matin, il y a aussi les livraisons pour livrer notre production aux gens qui revendent nos produits. Et puis après, l'après-midi, le début d'après-midi, il y a un petit temps calme, mais souvent c'est la partie où on fait nous les travaux dans les champs. J'aime bien ce petit temps calme. On le sait que dans ce secteur de l'agriculture, il n'y a jamais de temps calme, Bertin. Disons qu'il y en a un peu moins, ça dépend des saisons, c'est toujours pareil. Et puis après, l'après-midi, il y a la partie en fromagerie, on va retourner les fromages, il y a un peu de travaux. Et puis le soir revient l'heure de la traite, vers 17h, et puis on nourrit les animaux après la traite. Et voilà comment se déroule une journée type. Durant son portrait, votre collègue Hugues disait qu'il y avait de plus en plus d'apprentis qui voulaient venir à la ferme. C'est vrai que c'est une chance qu'on a dans l'élevage de chèvres, en Ile-de-France en tout cas. Je ne sais pas si c'est pareil partout en France, mais c'est qu'on n'a pas de mal à trouver des gens pour venir travailler sur nos fermes. Et c'est vrai que c'est une chance, que c'est quand même un métier qui est assez contraignant. Mais la chèvre est un animal sympa, qui attire, qui est à taille humaine. Et on a pas mal de gens, c'est vrai, qui sont en reconversion professionnelle, qui ont un retour, qui ont envie de revenir à la terre, qui sont citadins pour la plupart, et qui veulent se former. Et donc on les accueille pour leur apprendre le métier et puis les former. Voilà une bonne nouvelle en tout cas, qu'on vous apprend peut-être ce matin dans Ensemble c'est mieux, spécial agriculture. De plus en plus d'apprentis viennent à la ferme, et des gens comme Bertin sont là aussi pour les accueillir, les bras grands ouverts. Merci Bertin en tout cas, justement pour votre retour d'expérience. On va tout de suite retourner du côté de Châlons-Saint-Mars, en Essonne, retrouver notre Célia Semama chez notre producteur de blé. On se connecte avec elle. Célia, où es-tu maintenant? Et oui, Raphaël, on a quitté le champ pour le moulin. Et comme tu peux le voir, on est quand même très très loin du moulin d'Alphonse Daudet. On est plutôt sur un moulin dernier cri. Alors dites-moi, Eudes, comment ça fonctionne tout ça? Alors le moulin, comment ça fonctionne? C'est assez simple. Quand on est dans le champ, on récolte à la moisson la céréale ou la légumineuse.
qu'on emmène au niveau du silo, dans une machine qui s'appelle le séparateur trieur, pour avoir un grain propre. Parce que lorsque la céréale sort du champ, la céréale est sale. Il y a plein de saletés, de poussière, de petites particules, etc. Donc on emmène dans le séparateur pour le trier et pour que le grain devienne propre. Une fois que le grain est propre, on va le mettre dans le trémie, ici, et on va l'envoyer dans la meule qui tourne pour avoir une mouture brute, c'est-à-dire qui contient le son de la farine. Une fois qu'on a cette mouture brute, on va avoir le deuxième appareil qui est un tamis. Ça s'appelle la bleuterie. Et la bleuterie, c'est un tamis qui tourne avec un maillage différent en fonction de la qualité de la farine que l'on veut avoir et qui va séparer, ni plus ni moins, du son qui va sortir en haut, de la farine qui va sortir en bas. Processus qui est long? C'est un processus qui est pas excessivement long. On fait 100 kg de farine par jour, ce qui représente à peu près 10 tonnes par an, soit 2% de la superficie de notre ferme. En tout cas, grâce à ce moulin, eh bien, on arrive à faire plusieurs farines, comme on peut le voir justement ici. Oui, tout à fait. On a différentes farines, que ce soit des farines céréalières ou des farines de légumineuses. Donc ici, on a par exemple la farine d'avoine qui est riche pour, par exemple, les sportifs, parce que l'avoine, c'est une propriété que les sportifs recherchent. On a beaucoup de boissons énergisantes à base d'avoine. On a des farines de pois jaunes qui vont répondre plutôt à des personnes qui consomment plutôt véganes ou végétariennes, parce qu'on a que de la protéine végétale. On a de la farine de sorgho qui est sans gluten également. Donc quelqu'un qui est intolérant au gluten peut consommer notre farine de sorgho. Et bien évidemment, on a notre farine de blé, ici la T80, qui est une farine riche en nutriments parce qu'elle contient encore un peu de son. D'accord, donc on voit qu'il y a vraiment une réelle diversité. C'était important ça pour vous? Ah, tout à fait, parce que l'objectif, c'est de répondre à l'ensemble des consommateurs, de pouvoir donner à chaque consommateur une façon de s'alimenter nouvelle, moderne, et qui répond à des enjeux environnementaux. Et dans cette façon de s'alimenter, Célia, je vous propose de déguster avec nous. Donc la T80 qui est ici, la petite crêpe. Ici, c'est une crêpe sans gluten, donc de pois chiche. Et puis les petits biscuits. Raphaël, t'as vu comment je suis gâtée? Alors je vais quand même en prendre un petit bout. Hein. Je suis obligée de goûter, même si j'ai déjà goûté avant, c'est certain. Alors hop, je goûte. Hop, je descends le masque. C'est délicieux. C'est très très bon. Alors juste une dernière question. Si on souhaite vous contacter, il faut aller directement sur votre site internet, je crois. Exactement, soit sur Facebook, soit sur Twitter, ou soit sur fermentclick.com. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir reçus. Nous, on se retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures franciliennes. Allez, à très bientôt tout le monde. Merci Célia, merci Yannis Schwitter également derrière la caméra. Frédéric qui est avec moi là, elle disait a raison. Elle vous ramène jamais rien Célia. Jamais. Elle mange tout toute seule avec Yannis Schwitter. Voilà, c'était ma petite plainte du mardi matin. Pendant ce duplex, notre journaliste Sébastien Zaba nous a rejoint tous les jours de cette semaine spéciale. Mon cher Sébastien, vous viendrez raconter une histoire étonnante concernant notre région et l'agriculture. De quoi est-il question ce mardi? J'en perds mes mots. Oui, alors aujourd'hui, on va parler d'agriculture bio insolite. On le sait, il y a plusieurs techniques sans pesticides, des techniques naturelles pour avoir un sol en bonne santé. Alors parmi ces techniques, j'en ai une un petit peu bizarre. Attention, en 2019, pour mesurer la fertilité des sols, on a enseveli dans des champs. Réponse A, des tests de grossesse. Réponse B, des slips en coton. Ou réponse C, des thermomètres. À votre avis? Frédéric, vous ne jouez pas tout de suite, vous. Parce que vous êtes en bio, normalement, vous connaissez. Des thermomètres? Des thermomètres, réponse C? Non. Alors, Bertin, vous savez, vous? Oui, réponse B, des slips. Ah oui, parce que c'est marqué. En plus, vous avez... Non, j'ai pas lu, je savais. Et oui, non, mais c'est vrai, c'est des slips en coton bio. Sérieusement? Et oui, en fait, c'était à l'occasion du concours Enterre ton slip, on le voit à l'écran d'ailleurs à l'image, une initiative de la Fédération nationale des exploitants agricoles de la Marne. Donc chaque producteur devait enterrer un slip en coton de mai à août, en quelque sorte, et les résultats, de pauvres slips complètement ravagés. Mais ça, c'est bon signe, ça veut dire que la terre grouille de petites bactéries, de champignons et de vers de terre qui vont donc ronger le tissu. Donc c'est effectivement un bon signe. Alors, celui ou celle avec le slip le plus détruit, il recevait en récompense un slip brodé à son nom, donc vraiment le meilleur concours de l'année. Alors justement, ces organismes qui entretiennent les sols, oui, c'est assez intéressant. Une fois que les sols sont en bonne santé, on peut même produire des miracles. Alors, ça m'amène à la deuxième question. Est-ce que, à votre avis, combien pèse le légume bio le plus lourd en France? Frédéric, vous avez une idée?
Ah non, aucune. Ce serait quoi ce légume? Ce serait un potiron. Un potiron. Une courge Lourd. comme ça, je sais pas, 500 kilos? 100. 100 kilos, vous dites? 100 kilos. 100 kilos. C'est 500. Rafale qui se rapproche le plus. Le record, c'est de 768 kg. Mais non. Un potiron, tout à fait. En fait, c'est un record complètement fou qu'a décroché Mehdi Dao en octobre dernier. Ce producteur de la Sarthe, il bat d'ailleurs son propre record de 2016, qui était de 730 kg. À titre de comparaison, c'est un peu le poids d'une vache allaitante. Donc c'est vraiment gigantesque, Ah ouais. on le Là, voit. ça ressemble à un gros cochon. On, Et, on se lance sur l'archive alors, parce que oui, vous avez ça, vous avez carrément. déterré Parce que- une archive pour nous. Évidemment, le bio, en fait, ça date pas d'hier. On essaye d'être sensibilisé donc à l'abandon des pesticides. Et on a justement trouvé une archive qui date d'il y a 50 ans, 1971, un témoignage d'un maraîcher qui a cessé d'utiliser les engrais chimiques. Je vous propose qu'on regarde. Monsieur Savier est maraîcher. Il traite ses légumes comme on les cultivait au début du siècle, en employant des engrais naturels, comme par exemple le compost. Alors voilà un compost qui est bon à employer. Il est couvert de paille pour éviter que le soleil ne le dessèche. Mais qu'est-ce que c'est exactement un compost? C'est tous les déchets végétaux, les fumiers et puis des engrais organiques que l'on met avec un petit peu algues marines. Alors tout ça c'est broyé par les vers de terre, les micro-organismes, les bactéries. C'est digéré, c'est en quelque sorte c'est un levain bactérien. C'est eux qui sont chargés, tous ces micro-organismes, de rendre solubles tous les minéraux insolubles du sol. Comment en êtes-vous venu à bannir les éléments chimiques dans votre culture? C'est venu parce que j'ai manqué de m'empoisonner avec les traitements. À la suite de traitements assez répétés, j'ai craché le sang pendant plusieurs jours. Et c'est ce qui m'a décidé à arrêter totalement. Parce que non seulement je m'empoisonnais, mais je me suis aperçu que j'empoisonnais les autres aussi. Et donc voilà, donc une archive qui date d'il y a 50 ans. Alors le constat aujourd'hui, en 2019, il y a eu 455 agriculteurs certifiés bio en Île-de-France, soit 9,5% des exploitations franciliennes. Et la bonne nouvelle, c'est que ça augmente. Merci Sébastien, tu restes avec nous et puis tu reviendras demain évidemment pour une autre chronique. Ce matin, on vous raconte l'histoire de cette ferme familiale, la ferme de Viltin, qui existe depuis 1954. Elle fournit chaque année 3 millions de pots de yaourt ici, dans les restaurants d'entreprise et les cantines scolaires, et elle est installée près de chez vous. Cette ferme de Viltin, elle est à Jouy-en-Josas, dans le 78, à 17 km de Paris. Benoît Dupré en est le co-gérant. Aujourd'hui, donc, la ferme est gérée par vous, mais aussi par votre sœur, votre beau-frère. En quoi est-ce que cette gestion familiale est si importante? C'est important parce qu'on ne peut pas être tout bon partout et Ouais. connaître tout. Donc, ma sœur, c'est plutôt l'élevage. Mon beau-frère, ça va être les cultures. Et puis moi, ça va être la transformation laitière et la vente. Benoît, j'ai cité des chiffres affolants là, juste avant le jingle. Il faut préciser que vos yaourts sont les premiers à avoir été labellisés produits en Île-de-France. Au dernier salon de l'agriculture, vous remportiez 3 médailles d'argent pour vos brassés vanille ainsi que les bicouches framboises et les bicouches abricots. Et le premier yaourt nature, il sort de votre ferme, alors modeste. Et là, on est, comme je le disais, en 1954. Oui, en 1954, on décide de garder les vaches pour améliorer et de fabriquer donc des yaourts pour améliorer la marge qui nous manquait parce que le laitier nous achetait notre lait des trop petites sommes, quoi. Donc on décide de faire nos premiers yaourts. À ce moment-là, c'est une transformation complètement artisanale. C'est vendu directement à la ferme. Et puis on se développe déjà en 1970 de façon plus importante. Et là, il y a 4 ans, on a fait des investissements importants et on a décidé de fabriquer en plus grande quantité les yaourts pour la restauration collective. D'ailleurs, je dois vous faire une confidence, mais vous le savez sûrement, ici à la cantine de France Télévisions, à France 3, on mange vos yaourts aussi. Ils sont là, disponibles. Ah bah oui, ils sont très bons en plus. C'est quoi la race de vache, pardon? C'est les laitières? C'est la race laitière, celle qui a le plus en France, s'appelle la Primostein. C'est la race noire et blanche, celle qui fait le plus de lait. Vous aviez déjà commencé dans les années 50 avec cette race de vache? Oui, c'est toujours la même race, mais elle a changé de nom. Au début, elle s'appelait Frisonne. Après, elle s'appelle Française Frisonne Pinoire. Et puis maintenant, elle s'appelle Primostein parce qu'elle se vend mieux à l'étranger avec un nom anglais. Mais c'est toujours la même race. C'est une race qui produit du lait. C'est la race qui a le plus en France. C'est une race qui produit un lait de qualité parce qu'on leur donne aussi une très bonne nourriture qui est produite sur l'exploitation. On est labellisé Bleu Blanc Cœur, donc on a une nourriture pour les vaches qui est très diversifiée, du maïs, de l'orge, également du lin. C'est quoi le début de la pour ces vaches, luzerne. pour se donner une idée?
Pardon ? Le débit que tout ce que vous récoltez tous les jours, la production. Oui. La production de lait d'une vache, en fait, ça dépend. Si elle vient juste de véler, elle a beaucoup de lait. Si c'est loin de son vélage, elle a moins de lait. Donc ça va, ça fait une moyenne qui est à peu près de 30 litres par vache. On a, mon cher Benoît, le témoignage de Mathieu Contamine. Vous le connaissez sûrement, hein, il est gérant de l'épicerie La Miam Locale à Gif-sur-Yvette en Essonne. Vous les fournissez avec vos produits, justement, et lui, il va nous donner son avis sur ces produits. Bienvenue à La Miam Locale. La Miam Locale est une épicerie de produits en circuit court qui regroupe aujourd'hui près de 600 références et plus de 90 fournisseurs, principalement d'Île-de-France. Nous travaillons avec la ferme de Vitin depuis notre ouverture en octobre 2020 et aujourd'hui, nous travaillons avec eux une large gamme de produits laitiers. Dans ces produits laitiers, nous retrouvons les yaourts sur lit de confiture qui sont aujourd'hui un de nos best-sellers. Des consommateurs qui peuvent les retrouver également dans leur collectivité, dans leur cantine scolaire ou leur cantine d'entreprise sont heureux de pouvoir les consommer chez nous pour passer un agréable moment parce que les yaourts sont quantitatifs, qualitatifs et crémeux. Voilà, moi je suis jaloux du béret et de la barbe de Mathieu, qu'on embrasse. Merci d'avoir participé à l'émission. Ça vous fait quoi d'entendre que vos produits sont si appréciés ? Je veux dire que c'est une grande reconnaissance parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Il y a d'abord une vraie connaissance de ce métier de fabricant de yaourts. Ce n'est pas un petit métier. Il y a ceux qui fabriquent des fromages, ceux qui fabriquent des yaourts. C'est aussi un métier important. Et j'ai la chance de travailler avec une équipe. Il y a 8 personnes à la fromagerie qui font aussi bien les fromages blancs, mais aussi les yaourts. Les yaourts, ça demande des ferments. Enfin, il faut s'en occuper. Il y a un problème, beaucoup de qualité qu'il faut avoir, de propreté pour obtenir un bon yaourt comme ça. Nos yaourts aussi, ils ne sont pas du tout écrémés. Donc, on a laissé toute la crème du lait des vaches dedans. Donc, forcément, ça donne un goût bien meilleur que si on les avait le écrémés. bicouche, il n'a pas gagné, justement. C'est la belle pour rien. Ce qui est drôle, c'est qu'à la ferme de Viltin, il y a aussi un marché sur la place d'un côté où les riverains peuvent venir. Et puis, ils peuvent aussi venir à la cueillette sur place, dans un jardin potager de 50 hectares. En quoi c'était important pour vous aussi de mettre ça à disposition ? Bon, ça n'a pas toujours été de 50 hectares. C'est à fur et à mesure, on a eu de plus en plus de clients. Puis, on a agrandi aussi ce potager, qui est aussi un verger. Et aussi des fleurs, puisque là, vous voyez des tulipes, ça va bientôt commencer au mois d'avril. Ça se finit au mois d'octobre avec les potirons. Donc, le principe est simple. On leur donne une brouette, un sac à des clients, et puis les clients vont cueillir eux-mêmes leurs fruits, leurs légumes, leurs fleurs, en fonction des saisons, suivant les rythmes, etc. C'est une grande découverte pour les gens de venir avec leurs enfants et nos clients apprécient de pouvoir cueillir eux-mêmes, après de fabriquer leur confiture. Ça me permet de demander à celles et ceux qui sont, à ceux plutôt qui sont sur notre plateau, Frédéric et Bertin, vous ouvrez aussi votre exploitation au public ? Nous, on a aussi un magasin à la ferme où les gens peuvent venir acheter sur place les légumes qu'on produit. Il est au milieu des champs, donc quand ils viennent, ils voient tout ce qui pousse. Et puis, on organise des fois des visites pour leur montrer ce qu'on fait. Et Bertin ? Également, la ferme est ouverte et je recommande souvent les gens de venir à la ferme, d'aller voir les producteurs, les agriculteurs autour de chez eux et de ne pas hésiter à poser des questions. Il n'y a que comme ça qu'on apprend exactement comment les gens travaillent et qu'on apprécie les produits. En tout cas, bravo, messieurs, pour vos engagements et puis votre travail. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. On arrive déjà à la fin, mais on reste en contact, évidemment, grâce aux réseaux sociaux, @France 3 Paris, sur Twitter, sur Instagram ou encore sur notre page Facebook. Petite pensée quand même pour Ghislaine, Serge et leurs fils Orient et Gatien, des cressonnières de la vallée de la Juine en Essonne, qui seront nos représentants franciliens au concours La ferme préférée des Français, présenté par Stéphane Bern. C'est demain soir sur France 3 et on croise les doigts. On est avec vous, vous portez le drapeau de l'Île-de-France quand même. Petit fortune cookie du jour, les amis. L'agriculture devrait être la première activité de santé. Le paysan doit précéder le médecin. Qui nous dit ça ? C'est un autre agriculteur qui est aussi écrivain, c'est Pierre Rabhi, justement. C'est dans un de ses ouvrages. Moi, les amis, je vous retrouve ce soir avec Daphné Burki pour Culture Box, l'émission à 20h10 sur le canal 19 de la TNT. Et puis, je vous attends évidemment demain sur France 3 à 10h45 pour un nouveau numéro d'Ensemble, c'est mieux, toujours consacré à l'agriculture en Île-de-France. D'ici là, les amis, prenez soin de vous et aussi des autres. Et surtout, passez une très, très bonne journée sur France 3. Salut!